Bienvenue sur notre podcast, Retour sur les attentes, où nous parlons de tout ce qui va et de tout ce qui ne va pas dans le monde de l'information. Alors aujourd'hui, on va tenter de défaire le sac des nœuds des indicateurs de résultats suite à l'information. Mais avant d'aller au cœur du sujet, on va voir ce qui a né avec Jonathan ces derniers jours. Alors si vous suivez Jonathan sur LinkedIn et vous êtes très nombreux, vous avez vu sans doute qu'il n'a pas la langue dans sa poche quand il s'agit d'aberrations relatives à l'information. Alors salut Jonathan. Alors ces derniers jours, qu'est-ce qui t'a énervé? Salut Joss. Alors ces derniers jours, qu'est-ce qui m'a énervé? Eh bien, je me suis rendu à Paris, je me suis rendu au salon Learning Technologies et pour aller faire de la veille, etc. Bon, alors je passe outre le harcèlement des commerciaux sur les stands, voilà, qui veulent à tout prix que l'on teste leur solution. Bon, ça peut se comprendre. Mais je me suis mis vraiment dans la peau, alors, sachant que j'y allais vraiment uniquement pour faire de la veille, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui venait acheter une solution. Et là, je me suis dit, waouh, comment faire le tri avec autant de stands, autant de personnes, autant, voilà, avec des messages qui souvent sont d'ailleurs très, très similaires. Et je me suis dit, c'est impossible, entre guillemets, de faire ces courses. Et forcément, alors moi, avec mon regard, on va dire, évaluation de la formation, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser dans la perspective de formation efficace? Et là, il y a vraiment à boire et à manger. On a encore énormément d'acteurs. Alors, il s'agissait essentiellement d'éditeurs, hein, quand même, de plateformes, de différentes solutions. On a encore énormément d'acteurs qui sont focalisés sur la formation elle-même. Donc, des plateformes e-learning. Parfois, j'ai l'impression, c'est bien, on n'a pas l'impression de vieillir, j'ai l'impression d'avoir encore 25 ans, où je retrouve les mêmes discours sur former plus, Ah oui. voilà, du e-learning, du micro-learning, etc. Mais sans jamais avancer un début de réponse à est-ce que c'est efficace? Rien, pas de résultat, rien. Si, les gens sont contents, Net Promoter Score, etc. Génial, mais rien sur la montée en compétences. Je te passe les délires sur le métavers, etc., où voilà, on nous vend cela comme étant le futur de la formation. Pareil, sans jamais avancer des preuves quant à l'efficacité, quant à l'impact des choses. Donc voilà, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on continue dans l'ultra-technologisation de la formation. Il y a toujours plus de techno, mais finalement, pourquoi? Je veux dire, ça n'apporte strictement rien. On ne fait pas la preuve que c'est plus efficace que de la formation, on va dire, traditionnelle. Il y a quand même des acteurs qui sont intéressants. Je vais pas les citer parce que sinon je vais me faire, je vais me mettre les autres à dos, mais qui sont très orientés sur, voilà, le passage à l'action, sur le transfert des acquis, etc., et qui apportent des preuves que, voilà, là, pour le coup, on accompagne vraiment la montée en compétence sur le terrain et que ça a des impacts. Donc ça, c'est intéressant. Le reste, pour moi, c'est du réchauffé. Le discours marketing reste le même et le fond reste le même également. Donc ça m'énerve. Avec cette technologie, je pense qu'on est beaucoup à la recherche de l'effet wow, hein. Ils veulent montrer qu'un apprenant va avoir les étoiles dans les yeux et dire c'est super. Et c'est ça l'effet que peut-être ils cherchent plutôt que concrètement qu'est-ce qu'il va en faire dans le job. Ouais, c'est probable, sauf que alors si l'acheteur est un acteur de la formation, responsable de formation par exemple, ces acteurs semblent oublier que au bout du compte, ce sont on va dire les vrais gens qui vont utiliser les plateformes, qui vont mettre en application, etc. Et pour eux, le sujet de la formation, c'est un sujet parmi d'autres. Et donc, leur dire, vous allez pas pouvoir passer plus de temps sur une plateforme, vous allez pouvoir suivre plus de formations, etc., etc. Ces acteurs oublient le quotidien et le quotidien des salariés lambda, c'est je veux aller strictement à l'essentiel, je veux m'assurer que la moindre minute que je vais passer en formation sera rentable pour moi, je n'ai pas que ça à faire. Donc, on oublie complètement la perspective de l'efficacité. Et sans parler du fait que maintenant il y a le télétravail, En tout le plus, monde est sur l'ordinateur et ils ont des tout à fait. réunions à gogo. C'est pas C'est ça. forcément une grosse envie de se loquer sur une nouvelle plateforme alors qu'ils venaient de faire 2 heures sur Teams pour apprendre quelque chose. Exactement. Donc voilà, en plus, ouais, tu fais bien de le souligner, on empile les plateformes, les solutions, etc., etc. Donc voilà, il y a de quoi devenir un peu dingue.
Donc voilà, pas très convaincu par ce que j'ai vu, si ce n'est quelques acteurs, encore une fois. Il y a des gens qui font les choses intelligemment. Mais voilà, j'y allais vraiment pour faire de la veille, aller serrer quelques mains, voir, rencontrer des gens de LinkedIn en vrai. Hmm. Voilà, c'était ça l'essentiel, mais je ne suis pas reparti là en disant, ça y est, on a enfin trouvé la solution à tous nos problèmes. Et les salons en général, comment tu les trouves? Parce que moi, j'ai toujours été un peu dubitatif sur sur l'efficacité des salons. Pour la veille, c'est bien, pour aller rencontrer des gens, c'est bien, mais est-ce que est-ce que tu as l'impression que dans les grands salons, les grands événements américains où tout le monde est là pour faire des deals, tu sais, ou même Hmm. je crois que tu sais, c'est le grand truc d'aéronautique à l'époque, c'est là qu'on disait que tout le monde y allait pour faire les grands deals, Oui, pour acheter les avions, tu te souviens de ça? ouais, ouais, Est-ce qu'on ouais. fait ça dans l'information pro ou pas? Pas trop. Alors, il faudrait poser la question aux acteurs, voir un peu si c'est rentable, mais Mm. j'ai discuté avec plusieurs d'entre eux et y compris aussi avec des gens qui n'ont pas exposé, qui n'ont pas réservé de stand. Et ils me disaient ils avaient arrêté parce qu'ils se rendaient compte que finalement, ça servait surtout à rencontrer leurs clients actuels, à discuter avec des pairs, avec d'autres acteurs, etc. Et finalement, l'important, c'était d'être présent parce que les autres étaient présents. Sinon, on avait l'impression que, en quelque On sorte, loupait. était mort, quoi. La boîte avait disparu. Mm. Mais l'opération, vu le nombre d'acteurs, encore une fois, je serais très, très curieux de savoir, voilà, sur 1000 visiteurs, déjà combien vont signer un projet concret, on va dire, vont transformer l'essai. Et surtout, bah, lorsqu'on répartit ce, 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 petit lot de personnes parmi le nombre d'acteurs présents, c'est quand même vraiment quelque chose. Donc, je pense que c'est plutôt de l'affichage. Il faut être présent parce que tout le monde est présent, vis-à-vis notamment des concurrents. Mais je ne suis pas certain que ça déclenche des actes d'achat à moyen et long terme, quoi. Et à court terme, n'en parlons pas. Mm. Ouais, tu connais le terme FOMO? Oui, FOMO, Fear of exactement. Missing Out, c'est qu'est-ce que j'ai pu louper? Tout à fait. Après, et puis voilà, au niveau des. Il y a eu des conférences aussi. Alors, bon, c'est toujours intéressant. Il y a, il y Mm. a, il y a des professionnels qui interviennent. Il y a de véritables retours d'expérience. Après, voilà, il ne faut pas se leurrer, hein, lorsque c'est des conférences réalisées par des éditeurs, soit c'est, on va dire, de la vente plus ou moins directe de la plateforme en question, soit effectivement, encore une fois, c'est du réchauffé et il y a pas de démarcation. Et Mm. donc, j'en parlais, je m'étais rendu au salon avec un ami et on se disait finalement la formation d'aujourd'hui, on sortait tous les mots-clés que l'on voyait. Elle doit être agile, innovante. Alors, formation innovante, on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Elle doit être innovante, elle doit être bienveillante, elle doit mettre l'apprenant au centre. Elle doit être tout ça. Ouais, ok, mais so what? Et lorsqu'on Mm. regarde, tout le monde tient à peu près le même discours. Et très Mm. rare sont les acteurs qui sont capables d'avancer des chiffres quant aux résultats. C'est marrant parce que j'ai assisté à un salon aux États-Unis qui était le plus grand salon du monde de la formation pro. Mhm. Et quand toi tu dis qu'en France c'est pratiquement que des éditeurs, là-bas c'est pas du tout ça. Là-bas c'est les méthodes. Et il y Hmm. avait énormément de stands de la part par exemple des vendeurs, des organismes qui faisaient des management leadership, c'était Ouais. énorme. Donc tu vois des énormes stands de Covey, de Carnegie, tu sais, tous ces gens-là Ah qui oui. disaient c'est vraiment sur la méthode de la formation. C'était rien Ouais, à voir ouais, avec ouais. comment on fait la livraison de la formation. C'était vraiment sur le contenu. Et donc, c'est intéressant de faire la comparaison. Ah oui, Mm. effectivement. Alors là, c'est vrai que tu as raison, c'est une grosse différence et j'en parlais avec Alain Maignan, que j'ai eu le plaisir d'ailleurs de voir sur le salon, et on se faisait la remarque qu'il y avait très peu d'acteurs, on va dire traditionnels de la formation, très peu d'organismes, Ouais. si ce n'est en langue ou quelques-uns notamment qui font de la formation à distance. Mais voilà, les acteurs leaders du marché n'étaient pas présents. Donc, Et ouais. alors certes, le salon s'appelle Learning Technologies, mais quand même, je veux dire, la technologie ne doit pas être limitée à la question des plateformes, des solutions, etc., quoi. Donc, on voyait que voilà, c'était beaucoup de nouveaux entrants aussi. Donc, le marché évolue. On verra ce que ça donnera les années qui suivent.
Ben, le marché évolue, mais le marché reste le même dans le sens de l'efficacité. Et donc, du coup, Tout à aujourd'hui, fait. on va parler des indicateurs, les difficultés qu'on a à dénouer justement ces sujets qui, même dans nos formations, dans nos certifications, les gens, ils ont parfois du mal à comprendre. Donc, voilà, qu'est-ce que tu en penses? On va discuter de ça? Avec plaisir. Gros sujet. Bon, donc, nous, on a appelé notre podcast Retour sur les attentes, hein, qui est une traduction littérale de Return on Expectations, hein, qui n'est pas la même chose que ROI. Hein, donc, on a le ROI contre le ROE, entre guillemets. J'ai assisté aussi à une conférence entre Jack Phillips Ah oui. et Jim Kirkpatrick, et c'était assez houleux où il se donnait voilà, devant tout le public la liste des entreprises et Hmm. gouvernements avec qui il travaillait par rapport à essayer de comparer la méthode entre le ROI et le ROE. C'était assez intéressant. On ne voit pas ça en France. Euh, mais en gros, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut qu'on parle ROI ou ROE? Alors évidemment, moi je suis plutôt partisan du RE, donc c'est c'est vrai que historiquement, alors le ROI doit certainement être plus ancien, on va dire, voilà, dans l'expression, ne serait-ce que l'expression retour sur investissement de la formation existe depuis plus longtemps que celle de retour sur les attentes. Par contre, voilà, on a tendance à opposer les deux et à montrer que, soi-disant, le ROI, ça serait une méthode plus objective, plus rationnelle, plus quantitative, etc., où on chercherait à isoler l'effet de la formation et à tenter de démontrer que, voilà, voici la part de responsabilité de la formation dans les résultats obtenus et on pourrait calculer, mesurer ce sacro-saint retour sur investissement. Dans les faits, lorsqu'on regarde le détail de la méthode, on voit qu'il y a quand même énormément de subjectivité. Il y a beaucoup d'estimation, il y a beaucoup d'approximation. Hmm. Et donc, au bout du compte, euh, c'est une méthode, on va dire, qui est compliquée à mettre en œuvre, qui est très exigeante sur le plan méthodologique, et souvent pour obtenir des résultats qui ne sont pas forcément crédibles, convaincants pour les personnes à qui on va les communiquer. Donc moi, je suis plutôt partisan du RE, méthode quand même plus pragmatique et qui admet le fait que d'ailleurs, le résultat ultime, si je puis dire, de la formation n'est pas uniquement un résultat financier, mais peut être un résultat, je vais dire, composite. Et finalement, on va dire, associer des critères quantitatifs, qualitatifs, etc. Et surtout, qui a pour objet de répondre, d'apporter la preuve que les attentes des commanditaires, à la base, en amont de la formation, ont bien été satisfaites. Et, euh, et donc voilà, ça nous amène quand même à une méthode beaucoup plus réaliste par rapport aux pratiques des professionnels de la formation et par rapport, encore une fois, à ce qui est attendu aujourd'hui de la part des commanditaires, de la part des clients. Les clients qui disent montre-moi le retour sur investissement de la formation, ils n'attendent pas une formule, une démonstration comptable et financière. Souvent, c'est simplement montre-moi l'impact de la formation. Et donc, ils n'attendent pas la preuve que, tiens, quand je mets 1 euro dans la formation, ça me rapporte X euros derrière. On n'en est pas là. Et derrière, il n'y a aucune fonction d'entreprise sérieuse qui est capable de faire cette démonstration. Parce que tout est interdépendant. La fonction de formation est dépendante des autres, etc. Donc, même les commerciaux qui disent nous avons réalisé une campagne et le retour sur investissement de cette campagne est de autant, eh bien, c'est une jolie affabulation. Oui, je te rejoins totalement. Et autant plus que c'est très intéressant ce que tu dis par rapport en fait la perception de la demande du commanditaire. Quand lui demande un retour sur investissement, ce peut pas forcément ce que nous, dans l'information, on entend. Donc peut-être nous, on entend monétaire, hein, Oui. ROI, mais c'est l'argent. C'est où va mon argent? Et en fait, Mmh. c'est peut-être pas ça. Parce Ouais. que le commanditaire, lui, il parle peut-être humainement aussi au niveau des gens qui vont se rassembler pour l'information. Et oui, ils ont des attentes. Oui, ils ont peut-être même des problématiques Mmh. qu'on peut mesurer et qu'on doit mesurer après aussi. Mais leur perception de la ROI, c'est pas la même chose. Ouais. Et ce que je trouve aussi intéressant dans cette approche, c'est nous, tous les deux, on essaie de vraiment euh, faire avancer une approche communicative, hein, que les gens parlent, communiquent, travaillent Mmh. ensemble, collaboratif. Et, euh, et lorsqu'on on parle ROI,
Imagine si on doit aller dire ben, combien ça coûte ça, tu vois, c'est assez, c'est pas violent, mais tu vois, c'est assez, c'est pas la même chose que alors comment on peut travailler ensemble pour aller à Tout à notre fait. objectif commun. Tout à fait. N'oublions pas, hein, la formation doit être agile, bienveillante, innovante, Oui, on a tout etc. avait vu, ouais. Donc, si en plus on met tout dans des cases et qu'on essaye de tout rationaliser en disant, ouais, mais attends, la formation, là, elle s'est terminée à 17h ou 17h15. Attention, c'est pas la même chose, hein, en termes de coût, hein. C'est-à-dire qu'on t'a payé un quart d'heure en plus, etc. Non, non. Non, c'est pas rationnel, on va dire, d'avoir cette obsession financière, même si elle est légitime, mais on peut avoir des méthodes, je vais dire, plus douces pour prouver l'impact des formations. Je pense qu'on a un vrai problème lorsqu'on parle de ROI ou RE, c'est dans la temporalité. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut maintenant, ou qu'est-ce qu'on veut tout de suite Mhm. après la formation, qu'est-ce qu'on veut 6 mois après la formation, qu'est-ce qu'on veut un an après la formation. Tu Tout à vois? Et fait. c'est ça, Ouais, ouais. c'est ça l'enjeu. C'est où on va et à quel moment. Et donc, je crois qu'on disait avant, tu vois, tu parlais du fait que le concept de RE, c'est aussi beaucoup dans le long terme. C'est pas dans le court terme. Oui, exactement. C'est vraiment l'idée, voilà, on essaye de montrer, encore une fois, pas uniquement une démonstration comptable financière, mais euh, on essaye de montrer en quoi la formation, on va dire, avec d'autres facteurs, hein. Donc, généralement, on parle quand même plutôt de formation stratégique. Donc, c'est une formation qui est rattachée, qui fait partie d'un projet plus vaste, un projet d'entreprise. On essaye de montrer en quoi la formation, ce projet, va contribuer à l'atteinte des objectifs de l'entreprise, de l'organisation à plus long terme. Donc, on parle vraiment souvent de mission, de raison d'être, etc. Donc, on essaye de dire, voilà, en quoi cette formation va aider l'entreprise à atteindre des objectifs long terme. Mais là, on parle vraiment de très, très long terme, c'est-à-dire de quelque chose qui peut aller se passer d'ici à 3, 5 ans, voire davantage, etc. Donc, OK, est-ce que ça a du sens? Donc, c'est vraiment la question de l'alignement stratégique qui est posée. Est-ce que cette formation a du sens, est alignée sur la stratégie de l'entreprise? Donc ça, on va dire, c'est le drapeau, hein. Il faut visualiser une montagne. On plante un drapeau tout en haut de la montagne et on se dit, OK, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça va dans la bonne direction? Est-ce que ça va nous aider en tout cas à gravir la montagne et aller dans cette direction? Maintenant, il y a le court terme. Oui, Je ne peux pas attendre 3 ou 5 ans. c'est ça. Oui. Et donc, du coup, est-ce qu'on est dans de l'impact si on n'est pas aligné? Ou si, Oui, tu vois, si on ne trouve pas cet alignement, si on ne trouve pas cette ROE à 3 ans, mais on a besoin de mesurer quand même l'impact, tu vois? Est-ce qu'on en est où par exactement. rapport à ça? Alors là, si on reprend le modèle, et notamment le nouveau modèle Kirkpatrick, euh, le niveau 4 et celui des résultats, il est, on va dire, divisé en deux parties. Il y a cette partie long terme, donc où on essaie de définir la mission, la raison d'être de l'entreprise, l'objectif stratégique à long terme, etc. Et puis on se dit, OK, mais on ne peut pas attendre 3 ou 5 ans pour faire la démonstration commanditaire que voilà, le programme de formation a permis d'obtenir des résultats. Et donc, il y a un deuxième élément, plus court terme, qui est donc qui est nommé les indicateurs avancés. Indicateurs avancés. Je te laisserai avec ton bel accent faire Leading la... indicators. Merci, Just. Indicateur avancé, c'est au sens, voilà, on a besoin de preuves à plus court terme que la formation a des impacts. Et donc, ce sont typiquement ces indicateurs qui vont orner votre tableau de bord, qui vont orner le tableau de bord et qui vont permettre, qui vont agir un peu comme des jalons pour vérifier que, tiens, on va dans la bonne direction et que à long terme, si on poussait le bouchon très loin, euh, on pourrait atteindre les objectifs long terme que l'on s'est fixés. Mais on ne va pas attendre 3 ou 5 ans pour faire la démonstration. On doit avoir des résultats dès les premiers mois qui suivent la formation. Et donc, on va définir des indicateurs de pilotage, de résultats, donc des indicateurs avancés, ici nommés tels quels dans le modèle, qui vont nous permettre de vérifier que la formation a des impacts RH, opérationnels, commerciaux, etc., à différents niveaux. Qui sont liés avec ce qu'ils ont appris dans la formation ou pas? Parce que Ouais, c'est ça, tout. c'est ça que les gens ils ont du mal à comprendre. Tu vois, En tout cas, est-ce qu'il y a un lien direct avec, bon, on parlait du commercial, quelqu'un qui doit clôturer une vente, tu vois. Donc oui, maintenant qu'il sait clôturer une vente,
Est-ce que l'indicateur est lié qu'à ça? Alors oui, en tout cas, ça doit avoir un lien forcément, ça doit surtout avoir un lien avec le métier des personnes. Donc, effectivement, je suis commercial, pour reprendre ton exemple, voilà, on peut imaginer des indicateurs du type, voilà, sur le montant des ventes, le chiffre d'affaires, peut-être la satisfaction des clients, etc. Je suis manager, je vais peut-être avoir des indicateurs plus RH, sociaux, humains, sur l'absentéisme, le turnover, la satisfaction des équipes, la motivation, etc. Donc, il y a forcément c'est à la fois lié forcément à la thématique de la formation, mais c'est aussi lié au métier. Euh, Moi, je pourrais suivre une formation commerciale. Ouais, derrière, je ne vais pas faire grand-chose parce que je n'ai pas d'action commerciale dans mon activité professionnelle. Donc forcément, c'est un peu lié aux deux. Et est-ce qu'on peut en rester là? Est-ce que pour C'est- toi, c'est ça les trucs, on n'arrête pas de poser des questions. Est-ce qu'on peut en rester là? Si on a nos tableaux de bord, on a des indicateurs qui sont liés au comportement, est-ce qu'on peut dire, par exemple, on a trois indicateurs Ouais. avancés liés l'activité commerciale. Est-ce que Mhm. si c'est bien mesuré, on montre qu'il y a des changements? On va parler de l'objectif de changement après, je pense, Ouais. mais tu vois, si on se voit que ça bouge dans le bon sens, est-ce qu'on a réussi à montrer l'impact de la formation? Alors non, parce que les indicateurs peuvent évoluer pour tout un tas de raisons, liées ou non à la formation. Je prends un exemple, mais si on revient sur l'exemple de la formation commerciale, je peux avoir imaginons, allez, on va même faire ce que préconisent parfois on va dire les pros au retour sur investissement de la formation. On va prendre imaginons dans la grande distribution, on va prendre deux magasins et on va former les personnes du magasin A et pas les personnes du magasin B. Et on va faire de l'A/B testing. On va comparer avec un groupe de contrôle et on va comparer les résultats des uns et des autres. Et on va se dire, super, ceux du magasin A obtiennent de meilleurs résultats que le magasin B. Mais ça ne veut pas dire que c'est dû à la formation. C'est peut-être la direction commerciale, la direction régionale qui a mis une bonne pression en disant, bon, c'est bon, on vous a donné les moyens de réussir, on vous a formé, etc. Donc maintenant, il y a intérêt que ça vende et il y a intérêt que ça prenne. Et puis là, il va y avoir une espèce de, de montée, on va dire, en puissance, mais éphémère, qui ne va durer qu'un temps sur les ventes. Et puis après, le soufflet va retomber parce que les habitudes, voilà, reviennent, les mauvaises habitudes ou les anciennes pratiques, le naturel revient toujours au galop, etc. Et donc, si on se concentre uniquement sur le niveau 4 et qu'on oublie les niveaux précédents, à commencer par le plus important, le niveau 3, à savoir, voilà, est-ce qu'il y a vraiment changement de pratique, est-ce qu'il y a une modification comportementale, est-ce qu'il y a eu transfert des acquis, on passe à côté des choses. Donc, on a besoin de construire cette chaîne de valeur qui nous montre que suite à une formation, ce n'est pas juste des indicateurs qui évoluent, mais qu'on a bien aussi des informations, des données au niveau précédent, 1, 2, 3, puis 4, au bout du compte, pour prouver qu'il y a eu de l'impact. Et là, si j'ai ces éléments, là, je suis capable légitimement de rattacher cet effet, en tout cas ces effets, les impacts observés à la formation. Alors, si toi, tu n'es pas un grand fan de comparer entre deux groupes, Mhm. il y a des pour et des contre, hein, on en a déjà Oui, discuté, oui. est-ce que Ouais, tu es un fan des pilotes? T'imagines que tu as un dispositif important, on va mesurer, on va évaluer. Est-ce que tu es un fan qu'on va tester avec un groupe pour voir, tu vois, aussi avec les indicateurs, ou est-ce que ça, ou pas, est-ce que ça va prendre trop de temps si on teste avec un groupe, tu vois, pour voir les comportements après et voir ces indicateurs bouger un peu. Est-ce qu'on se lance toute la formation en même temps ou est-ce qu'on essaie avec un groupe? C'est quoi ton avis alors, là-dessus? je suis assez partant, je suis assez partisan des pilotes. Alors, je n'ai pas d'opposition a priori quant à la possibilité de tester des groupes, etc. Ça, il n'y a pas de problème, mais si méthodologiquement c'est bien fait et qu'on a des données sur l'ensemble des niveaux. Eh oui. Donc il faut pouvoir, voilà, il faut pouvoir avoir ce fil rouge, hein, cette chaîne de valeur dont je parlais précédemment. Et les pilotes, oui, alors ça me fait penser, il y a une méthode, hein, enfin, il y a un modèle d'évaluation, une méthode d'évaluation qui est celle aussi d'ailleurs d'un ami des Kirkpatrick qui est Robert Brinkerhoff et lui préconise beaucoup justement d'avoir des pilotes plus ou moins développés
et ensuite d'aller vraiment enquêter, mener aussi des enquêtes qualitatives pour comprendre pourquoi dans tel cas ça a fonctionné et dans tel cas ça n'a pas fonctionné. Et d'identifier donc les leviers comme les freins à l'efficacité des formations. Et ça, pour moi, c'est essentiel parce qu'on doit pouvoir, retracer, raconter l'histoire de l'efficacité d'une formation de A à Z et se dire, OK, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné, qu'est-ce qui a fait que ça a moins bien ou ça n'a pas fonctionné dans tel cas. Et donc, plutôt que de lancer des programmes qui parfois concernent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, voire davantage, avoir cette logique de pilote et se dire, OK, on a testé des choses, là c'est OK, on a quelque chose qui se tient, et maintenant on peut l'étendre. Ce qui ne veut pas dire que ça a forcément fonctionné, mais en tout cas, on a essayé de mettre sous contrôle un maximum de choses pour anticiper d'éventuels problèmes. Ouais, je pense qu'il faut toujours, il vaut mieux prendre son temps, je pense, à mieux faire les choses pour après déployer à un plus grand nombre de personnes, Ouais, complètement. plutôt que tout essayer de faire tout de suite. Comme tu disais au début, on est vraiment dans une guerre de volume et d'activité Mm, et de montrer tout ce qu'on sait faire, plutôt de montrer ce qu'on fait bien. exactement. Et là aussi, moi, je suis toujours partisan, toujours très fan de discuter avec les gens, Mm. les apprenants, les managers, les formateurs, tout le monde après, qualitativement. Les indicateurs, c'est bien, mais je pense, sans parler avec les gens après, il y a des informations qu'on loupe. Ouais, On tout voit à pas. fait. On voit pas. Donc, ça, c'est Exactement. important. Tout ne OK. se voit pas tout ne se voit pas dans les indicateurs ni dans les questionnaires, hein. Il faut aussi mettre du quali et ne pas hésiter à aller parler directement aux personnes et se rendre compte que bah, parfois, tiens, peut-être que notre questionnaire a été mal fait parce que ce que me dit la personne en face est complètement différent de ce qu'elle a raconté dans son questionnaire. C'est quand même étrange. Alors, c'est une question étrange, mais à quel âge, tu vois, ou quelle année d'expérience est-ce qu'en fait on arrive où quelqu'un qui n'est pas content, ça ne pose plus de problème. C'est-à-dire que presque on accueille quelqu'un qui n'est pas content. Tu vois ce que je veux dire? On veut savoir Ouais. pourquoi. Je me Hmm. vois il y a 10 ans, si quelqu'un n'est pas content, je transpire. tu, je- tu vois, c'est une mise en cause de ma vie, pratiquement. Maintenant, Ah quelqu'un n'est oui, pas content, c'est OK, mais expliquez-moi pourquoi, il n'y a pas de souci, on va, tu vois, et ah oui, on va complètement. proposer autre chose ou on va modifier. Est-ce que cette personne est complètement délirante ou est-ce que cette personne a un point de vue légitime? Et ça me pose aucun problème. Ouais, tout à fait. Je me demande quand est-ce que ça a changé en moi? Est-ce que c'est pareil pour toi? Est-ce qu'un C'est une bonne mauvais question, ça. avis, tu vois, est-ce qu'un mauvais avis, parce que maintenant tu es un peu prestataire aussi, tu as Ouais, tout à fait. des Ah responsables de oui. l'académie, donc est-ce que si tu Et, vois des mauvais résultats, tu fais quoi? Tu dis, oh là, je me barre ou tu dis, bon, c'est quoi le problème? c'est vraiment, enfin, c'est une bonne question. Je ne sais pas à quel moment s'est faite la bascule, mais je sais pas. Peut-être que quand j'ai découvert les quatre accords Toltec, avec un accord disant, prends ces termes, hein, ne prenez jamais les choses de manière personnelle, je me dis, tiens, bah, quelqu'un a le droit tout à fait légitime de ne pas être satisfait, de ne pas être content, c'est pas grave. Déjà, ma phrase fétiche, c'est personne ne va mourir. Personne n'est chirurgien en cardiologie. Personne ne va mourir si une formation s'est mal passée ou s'est moins bien passée que prévu. Par contre, comme je le répète à mes enfants quotidiennement, l'erreur est humaine. Par contre, on a le droit et le devoir de s'améliorer. Et donc, quelqu'un qui vient me dire je ne suis pas content, j'ai envie de dire très bien, si c'est dit et fait sans agressivité, c'est OK. Et par contre, pouvoir enchaîner direct et pouvoir embrayer sur OK, et comment on fait? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, etc. Ça m'intéresse. Voilà. Comment on fait pour que ça ne se reproduise plus? Comment on peut s'améliorer, quoi? Qu'on soit vraiment dans l'amélioration continue. Ça, c'est un état d'esprit qui est essentiel. Et on ne peut pas être dans l'amélioration bah, s'il n'y a pas matière à s'améliorer, tout simplement, quoi. Donc, c'est un état d'esprit, je pense. Oui, et c'est aussi un état d'esprit proactif parce que je pense que ça fait 23 ans que je suis dans ce métier. Je crois que j'ai jamais eu une personne 6 mois après une de mes formations qui m'appelait pour me dire, en fait, j'ai fait une formation avec toi il y a 6 mois et je suis pas Mm. content, ça n'a pas marché. J'ai rien mis en pratique, tu vois. En fait, une fois que les gens sont sur le terrain, si ça n'a Oui, pas marché, ça marche pas. Mais nous, oui,
Tu vois, on ne sait pas. Ah oui, Et oui, donc, oui, du tout à coup, fait. on n'a jamais eu ce retour proactif de quelqu'un qui nous appelle pour nous le dire. Exactement. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse avec les indicateurs aussi. Ça nous permet de mesurer justement s'il y a des changements ou pas sur Tout le à fait. terrain. Et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Alors, c'est peut-être parce que tes formations sont formidables. C'est pour ça. Ah, ben Peut-être tu vas sûrement. tous Je te passer bien. remercie. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. N'oublie Je pas, pense pas. affiche le Net Promoter Score et puis voilà, tu pourras aller faire un salon. Mais mais c'est essentiel. Alors, c'est vrai que ça peut être déstabilisant, mais il faut que l'on arrête, toutes et tous, dans la formation, de considérer que notre travail s'arrête quand la formation se termine. À 17 heures, on va dire. Voilà. Non, non, notre formation s'arrête lorsque la personne est montée en compétence, qu'elle a mis en pratique, on a des impacts, etc. Et donc, on a envie de mettre la poussière sous le tapis. On n'a pas envie de regarder ces indicateurs, mais je pense qu'il faut les afficher parce que, et les suivre donc pour pouvoir piloter, parce que ça engage un peu tout le monde aussi. Ça, et c'est pas que l'affaire des gens de la formation. Hein. Poser les indicateurs, moi, je sais avec des clients par le passé, quand je posais la question voilà, des objectifs de la formation, quand on parlait d'indicateurs, etc., on se rendait compte que déjà, les objectifs stratégiques de l'entreprise n'étaient pas forcément connus. On avait du mal à définir des indicateurs, etc. Mais voilà, c'est le proverbe berbère que je répète quasi quotidiennement, mais si tu ne sais pas où tu vas, tu risques de mettre du temps pour y arriver. Et donc, si on ne sait pas finalement comment on va constater les effets de la formation, sur quelle base on prend la décision de commanditer des formations, d'organiser des formations, etc., si on ne sait déjà pas ce que l'on en attend. Donc, je pense que c'est nécessaire pour mettre tout le monde autour de la table et faire en sorte que le succès comme l'échec de la formation soit quelque chose de partagé, que ce soit une responsabilité collective. Quand on est autour de la table et on discute de ça, est-ce que l'indicateur doit être un objectif, à ton avis, précis, augmenter le chiffre d'affaires de 3%, Mm. réduire le nombre d'absences de 50%, augmenter le moral des employés de 30% avec l'enquête Ouais. annuelle de satisfaction, tu vois, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Alors ça, non, je n'y crois absolument pas. Ça, pour moi, c'est Madame Irma et sa boule de cristal. Personne ne peut prédire l'avenir. On le disait à la base lorsqu'on parlait du ROI, hein, du retour sur investissement, on se disait, bon, déjà, isoler l'effet de la formation, c'est quand même peine perdue. Il y a tellement de facteurs internes, externes, etc., qui peuvent jouer. Donc, pouvoir dire, suite à cette formation, le chiffre d'affaires va augmenter de 7,8%, etc. Enfin, pour moi, c'est une aberration. Par contre, c'est de notre devoir de faire en sorte qu'il puisse augmenter. Enfin, en tout cas, que l'indicateur évolue dans le sens attendu. Mais on ne peut pas se fixer des valeurs a priori. Je pense qu'il vaut mieux utiliser les indicateurs comme étant des objectifs en se disant, voilà, on veut que ça évolue dans tel sens. Par analogie, je vais dire, voilà, c'est comme si on se disait, tiens, à la fin de l'année, c'était le mois de janvier, hein, il y a peu, à la fin de l'année, je veux perdre 5 kilos. Ça, c'est un objectif. Mais on n'en sait rien si on va perdre 5 kilos, en fait. On va peut-être en perdre 4, peut-être 6, peut-être 10, je ne sais pas. Et je pense qu'il vaut mieux se dire, voilà, je me fixe un objectif de perte de poids, je veux perdre des kilos. Par contre, derrière, se focaliser sur comment je fais en sorte que cet indicateur évolue dans le sens attendu. Et là, je vais travailler sur les comportements, sur les bonnes pratiques, etc. Et l'indicateur me permettra de vérifier que ça produit des effets, que ça va dans la bonne direction. Mais par contre, se dire a priori que la valeur de tel ou tel indicateur doit être d'autant, pour moi, c'est vraiment, c'est du doigt mouillé, c'est de la boule de cristal, donc ça n'est pas sérieux. Je trouve que humainement, je me demande aussi au niveau de psychologie des gens, si on fixe un objectif, il y a le pour et le contre. En fait, ça va dans les deux sens. Si on fixe un objectif et on n'arrive pas, Mhm. ça peut être très démotivant pour les gens, même avec les moyens qu'on met en action. Oui, en plus. Et si on arrive, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Ouais. Est-ce que on va féliciter suffisamment les gens ou pas? Est-ce que dans la tête, ben, on est arrivé, donc du coup, on lâche la pression et on va en arrière? Tu vois? C'est intéressant, en fait, tu vois, cette notion de psychologique sur l'impact je peux dire, oui, les participants à une formation. Est-ce que Ouais, ça, tout à fait. si on dévoile ça, si on est partage avec eux, tu vois, on peut dire, écoutez, nous, on va justement que ça augmente, mais on vous dit pas combien. Et Exactement. ça peut être peut-être intéressant de voir cette.
cette pression ou Exact. pas? Alors oui, sky is the limit, hein. Ouais. Mais ouais, je pense que effectivement, il peut y avoir des effets pervers. Et je pense aussi, alors là les directions des ressources humaines s'amuseraient bien avec ça, hein. Si vous fixez suite à une formation, je reprends l'exemple des commerciaux, un objectif de plus 10% de chiffre d'affaires et que cet objectif est atteint, attendez-vous à des demandes d'augmentation, de primes, etc. Ça serait même légitime d'ailleurs. Mais effectivement, je pense qu'il vaut mieux être dans une logique de mise en place d'un système euh, pour faire en sorte qu'on soit toujours dans une dynamique d'amélioration plutôt que se fixer des objectifs, voir ça comme une ligne d'arrivée Mm. ou, pour utiliser une autre image, celle du saut à la perche, en se disant ah, ça y est, on a atteint les 10%, poif, c'est bon derrière, on peut se reposer, objectif atteint, maintenant on peut se reposer un peu sur nos lauriers. Je pense qu'il faut vraiment être dans une logique de voilà, les indicateurs doivent nous montrer dans quelle direction on va, s'assurer qu'on prend cette direction mais sans forcément s'arrêter avec des valeurs quantitatives particulières qui, encore une fois, ne sont pas, enfin, ça n'est pas sérieux d'estimer à l'avance. On est à peu près sûr, en fait, de se planter, hein, de ne pas obtenir ce Ouais. que l'on imaginait. Alors, pour finir un petit peu le podcast, on peut peut-être parler de comment on les suit au niveau du tableau de bord. Moi, j'ai vu les tableaux de bord avec, en fait, les mauvais indicateurs. J'ai vu des tableaux de bord avec le niveau de satisfaction, les NPS, tu vois. On a dit, oui, voilà mes indicateurs, mais c'est pas ça. Ces tableaux de bord que va créer un responsable information, c'est un tableau de bord de l'activité. Oui, tout à fait. C'est ça. Les tableaux de bord formation sont majoritairement composés d'indicateurs d'activité. Comme tu le dis, hein, voilà, on est capable de dire combien de personnes on a formé, combien d'heures, combien d'actions de formation, combien de prestataires, etc. Au mieux, on a des indicateurs de satisfaction. Mais par contre, on oublie quand même toute la partie résultat. Et toujours pour faire l'analogie avec les commerciaux, est-ce qu'on imagine un tableau de bord d'un directeur commercial avec ce mois-ci, on a envoyé 3000 emails, on a passé 4000 coups de fil, etc. Et puis à la fin de l'année, on présenterait ça au comité de direction et on serait très fiers. Et on dirait, OK, mais so what? Où est le chiffre d'affaires? Show me the money. Et donc là, on a besoin de rétablir l'équilibre. C'est essentiel d'avoir ces indicateurs d'activité, des indicateurs de coût aussi, mais il faut pouvoir rétablir l'équilibre parce que sinon, il n'y a rien de tel pour faire passer dans l'esprit des décideurs que la formation est un coût et que ça serait bien de réduire ce coût. Et que si on rétablit qu'on a des indicateurs plutôt d'impact, de résultats, en travaillant sur les différents niveaux de Kirkpatrick, en ayant aussi des indicateurs de, voilà, je pense au time to skill, hein, le délai moyen pour obtenir une compétence entre voilà, une déclaration d'un besoin de formation, d'un besoin de montant en compétence et sa satisfaction. Voilà, s'il se passe 1 an et demi, c'est un problème. Voilà, donc ça permet vraiment d'améliorer l'efficience de la fonction formation du service formation et de pouvoir communiquer plus facilement auprès des opérationnels quant aux impacts réels de ce que l'on fait. Euh, juste pour finir, tu avais dit que tu avais un client, en fait, une fois où tu avais du mal à trouver les indicateurs. Ouais. Euh, S'ils n'existent pas, ou s'ils disent oui, on va les en créer, ou tu vois, s'ils disent ben, on va en créer ensemble, quand ça Ouais. c'est nouveau, qu'est-ce qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, c'est inquiétant parce que, alors déjà, ça veut dire que est-ce que la formation est réellement stratégique? Parce que s'il n'y a pas d'indicateur actuellement pour piloter les éléments que l'on cherche à améliorer, je m'inquiète. Mm. Voilà, chez nous, le suivi des accidents de travail est essentiel parce qu'on veut zéro accident de travail sur notre site et s'il n'y a pas de taux, s'il n'y a pas d'indicateur correspondant, c'est inquiétant. Alors, soit on va se rapprocher des fonctions qui peuvent avoir ça, parce que la formation n'est pas toujours au courant de peut exister comme indicateur, donc on va se rapprocher du contrôle de gestion, des services de contrôle interne, services qualité, etc. Ou alors, on peut aussi se baser sur du quali. C'est-à-dire, on peut très bien aussi utiliser au niveau 4. C'est-à-dire que moi, si je vais interroger le responsable de production et qui me dit ouvertement, voilà, suite à la formation, on a diminué le taux de rebut, le taux de déchets, on n'a plus aucun accident de travail, etc. Même si je n'ai pas un indicateur quantitatif certifié voilà, sur le papier,
sa parole, c'est quand même celle du Mm. responsable, du directeur, de la directrice en question, etc. Donc, ça a de la valeur. Et donc, ça reste du niveau 4, ça reste de l'impact. Même si ce n'est pas sous forme chiffrée, on peut commencer par là. Et je pense notamment aux PME qui veulent aller valoriser des effets de ce type, qui n'ont pas toujours les tableaux de bord des grandes entreprises, etc. Ça peut être une piste à explorer. Ouais, on peut même les formaliser en vidéo. On peut Tout dire, on à va fait. prendre à vous, on va faire une vidéo de votre avis sur de ce Exactement. que vous avez vu sur le terrain. Mm. C'est convaincant. Écoute, c'était cool. Merci beaucoup, Jonathan. Je t'en prie, merci à toi. Merci à tout le monde. Et puis, on se voit pour le deuxième podcast bientôt. À bientôt. Allez, salut.